vous allez à Rabat en plein été, vous pensez soleil, palmier, ciel d'azur, farniente quoi. Mais le ciel sait être trompeur. Il ne laisse pas de traces. Parce que si le ciel laissait des traces, on pourrait encore voir sur celui de Rabat les stigmates de la violente tentative de coup d'État qui a failli coûter son trône à Hassan II le 16 août 1972. Imaginez des chasseurs F-5A prendre en chasse un Boeing. Si vous vous apprêtez à prendre l'avion, désolé. L'histoire de la deuxième tentative de putsch contre Hassan II, plus connu comme le coup d'État des aviateurs, a de quoi donner le vertige. Nous sommes donc le 16 août 1972. Le roi du Maroc, Hassan II, rejoint Rabat après avoir déjeuné avec un de ses amis en Espagne. Il a déjà passé 3 semaines en France. Il est 16 heures passées quand l'avion royal pénètre dans l'espace aérien marocain. Il est au large de Tétouan quand son appareil est rejoint par 4 chasseurs de l'armée de l'air. Rien d'extraordinaire jusque-là. Le vol se déroule à merveille. Le cortège aérien se situe à environ 3000 mètres du sol. Mais l'ensemble des membres de la délégation va très vite se rendre compte que le retour à Rabat ne va pas se passer aussi simplement qu'ils l'avaient imaginé. Une violente secousse va les sortir de leur torpeur. En jetant un coup d'œil par le hublot, ils se rendent compte que leur Boeing est pris pour cible par un des chasseurs d'escorte. La cabine est transpercée par un petit obus, tandis que 3 réacteurs sont endommagés par les tirs des mitrailleuses. Le sang envahit l'habitacle de l'avion. Plusieurs personnalités sont blessées, mais le roi est indemne. C'est à ces premiers moments que le sort de ce coup d'État d'une violence et d'une audace incroyable va se nouer. Hassan II va jouer une carte qui va se révéler décisive pour sa survie et celle de son trône. Mohamed Kebaj, le commandant de bord, réussit à établir la liaison radio avec les pilotes des chasseurs. Il les reconnaît. Il s'adresse également à la tour de contrôle de l'aéroport de Rabat. À la radio, il annonce qu'il a des blessés et que ses copilotes ont été touchés à mort. Et bien sûr que le roi est gravement blessé. Il demande à atterrir. Les tirs cessent aussitôt. Les chasseurs exigent que le Boeing royal atterrisse à la base militaire de Kénitra. Le commandant de bord ira se poser, malgré cet ordre, à l'aéroport de Rabat tout proche, au prix, toutefois, d'une sortie de piste. Le roi, qui bien sûr n'est pas touché, mais secoué quand même, descend en pleine piste, emprunte une voiture, une Mercedes noire, et se rend au salon officiel. Il pense alors avoir échappé au pire et rumine sans doute déjà sa vengeance. Lorsqu'il salue les troupes et s'entretient avec le chef du gouvernement et d'autres hautes personnalités dans le salon de l'aéroport. Il parle avec ses enfants et se rit de la mort à laquelle il vient d'échapper. Revenons à l'aéroport de Rabat où le roi vient d'atterrir dans des conditions rocambolesques. Il est donc en train de déviser avec ses enfants. Il sourit, parle avec ses invités. Bientôt, les putschistes se rendent compte qu'ils ont en fait été dupés. Le roi n'a jamais été touché dans l'avion. Il est bien portant. Les mots apeurés du commandant de bord étaient un mensonge, un subterfuge pour que les chasseurs cessent leurs tirs. Hassan II décide de quitter le bâtiment du salon pour se rendre au petit parking situé en face en compagnie de son frère. Là, une salve de tirs de mitraillettes arrose l'aéroport poussant le roi à se coucher au sol, comme l'ensemble des personnes présentes. Quand les F-5 disparaissent dans le ciel, le calme revient peu à peu. Il faut désormais être très discret. Un cortège serait une cible idéale pour les chasseurs. En compagnie de son chef de la sécurité, Hassan II échafaude son plan de sortie de l'aéroport. C'est pas facile, hein? Il partira seul, dans une voiture banalisée. C'est donc lui-même qui va conduire pour se rendre dans sa résidence de Chirat, résidence située à une trentaine de kilomètres de là, dont nous parlerons tout à l'heure. Quand on vous dit de faire votre permis de conduire, ça peut vous sauver la vie, même si vous êtes un roi. Le coup d'État des aviateurs, c'est clair, a échoué. Mais les pilotes ne le savent pas encore. Informés par Dieu sait quel contact au sol, ils dirigent leur frappe sur le palais de Rabat. Les populations se rendent maintenant compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la panique. Le bilan de cette journée de violence est terrible.
Car si Hassan II a évité les balles qui lui étaient destinées, les mitraillettes n'ont pas fait dans la dentelle au moins 8 morts et une cinquantaine de blessés, parmi lesquels 4 ministres. Un coup d'État impliquant l'aviation militaire n'est pas ourdi par de simples agents de police, vous pouvez bien vous l'imaginer. Des personnalités très haut placées sont impliquées. Mais qui sont-elles? Quelles sont leurs complicités? Et comment s'assurer qu'un tel épisode ne se reproduise plus? En répondant à ces questions, le souverain du Maroc va se venger, et d'une manière radicale, implacable et sans faille. Aïe, 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 aïe. على هاد الزمان واشنو صار دخلت الماريكا الناس تقوات ونسى علينا جارو دخلت الماريكا الناس تقوت ونسى علينا جارو حتى من العزايزات هدارو نقاب على سوين قوم سارو المجوجات دارو سباب المجوجات دارو سباب على رجالتهم غابو الزين والعين الزرقان جنبكم خير اليوم يمشيو بالفرقة البنات مفخي شحال منهم معشوقا داروا لها الشان الامريكان اسمع غير اوكي اوكي هذا مكان الزين والعين اليوم يمشيو بالفرقة Houssine Slaoui qui chantait Zin Wey en Zarka. Houssine Slaoui, c'est le père de la musique chabi marocaine. Cette chanson que vous venez d'écouter a été jouée dans les années 50. Houssine Slaoui est décédé dans des circonstances non encore élucidées jusqu'à ce jour. J'ai évoqué tout à l'heure que le coup d'état des aviateurs est en fait la deuxième tentative de coup d'état contre Hassan II. 14 mois plus tôt, le roi du Maroc avait déjà évité un coup de force toujours organisé par les militaires. Il s'agit du coup d'état de Chirat. Vous vous rappelez le palais où il est allé se réfugier maintenant. Il s'est déroulé ce coup d'état le 10 juillet 1971. Cette première tentative est bien plus classique. Elle se déroule dans le palais royal de Chirat, qui est en fait la résidence d'été du souverain. Ce jour-là, le roi fête son 42e anniversaire quand les hommes du général Mohamed Medou s'invitent à la fête et tirent dans la foule des invités. Une centaine de personnes meurent, tandis que plus de 200 sont blessés. C'est un carnage auquel le roi échappe pourtant. Lors du procès de ce putsch en février 1972, les peines sont exemplaires. 10 officiers supérieurs, dont 4 généraux, sont condamnés à la peine capitale. 74 officiers et sous-officiers écopent de peines allant de 1 an de prison à la perpétuité. Comment donc comprendre que ces peines-là n'aient pas découragé les commanditaires de la tentative d'août 1972? Parce que entre juillet 1971 et août 1972, comme je vous l'ai dit, ça ne fait que 14 mois. Pourquoi une faction de l'armée est-elle prête à tout pour faire tomber le roi du Maroc en ce début de la décennie 1970, au point d'envisager d'abattre son avion en plein vol et de tirer avec des chasseurs F-5 sur Hassan II alors qu'il est avec ses enfants et de hautes personnalités du point de vue des affaires étrangères, tels que l'ambassadeur de France? Et comment les félicitations aux putschistes de Radio Tripoli, voix officielle de Mouammar Kadhafi à l'époque, peuvent-elles permettre de comprendre le climat d'insécurité qui entoure le roi du Maroc entre 1971 et 1972 et qui lui vaut 2 tentatives de coup d'état d'une rare violence? Pour comprendre ces développements qui tendent à remettre en cause le pouvoir du roi, il faut remonter à ce qu'Eva Cantat appelle la construction nationale marocaine. Il faut savoir que le Maroc est tombé sous la domination coloniale au début des années 1900. Par des accords successifs, il a été administré à la fois par l'Espagne, suite à la conférence d'Algésiras
de 1906 et par la France du fait du traité de Fès de 1912. Le pays a donc été divisé en 3 grandes zones, un protectorat espagnol, un protectorat français et une zone sous administration internationale à Tanger. Quand naissent les premières revendications nationalistes? Le projet est de réunir ces 3 ensembles afin de reconstituer l'empire chérifien. Mais du fait des évolutions différentes de chaque projet colonial, les Espagnols n'avaient pas les mêmes urgences que les Français. Encore que Madrid et Paris se faisaient concurrence en soutenant par exemple les mouvements contestataires dans le territoire voisin. Du point de vue social, certaines régions comme le Rif, sous administration espagnole, étaient plus pauvres que le reste du pays. Le soulèvement du Rif fut l'un des premiers problèmes auxquels le Maroc dut faire face après son indépendance en 1956. À ces différences politiques et administratives, il faut ajouter des divisions sociales et culturelles. Le Maroc est en soi une société multiethnique et multilinguistique. Le problème du décalage entre les élites urbanisées et lettrées et les masses populaires et rurales fait partie de cette segmentation culturelle. Toutes ces couches qui se superposent ont contribué à complexifier la structure politique marocaine. Comme vous le savez, au moment où les partis nationalistes marocains poussent pour l'indépendance, ils font de la figure du sultan Mohamed Ben Youssef le garant de l'unité du pays. C'est lui qui devient, en 1957, le roi Mohamed V. Seulement, du fait de leur histoire sous les protectorats, de leur situation sociale, de leur éducation, de leur situation économique, toutes ces composantes de la société marocaine n'acceptent pas de conserver la monarchie comme système politique. Certains auraient voulu un chef d'État élu. La figure consensuelle d'un roi nationaliste est quelque peu ternie. Il faut savoir qu'à l'époque déjà, le roi garde une très large marge de manœuvre, bien qu'il doive s'appuyer sur le Parlement pour gouverner. Il se trouve qu'en 1961, Mohamed V meurt d'une manière assez subite sans avoir pu résoudre ses différends avec le parti de l'Istiqlal, le parti du principal mouvement nationaliste proche d'un parti-État. Son fils Moulay Hassan, devenu Hassan II, lui succède. Il n'a que 32 ans, trop jeune, trop inexpérimenté, trop occidentalisé pour être le commandeur des croyants, trop peu au courant de la puissance des partis politiques. Il entreprend de continuer l'œuvre de réunification du royaume dont son père était le garant. Mais l'opposition en interne est extrêmement forte. Elle va se manifester par les 2 tentatives de coup d'État auxquelles il échappe d'une manière tout à fait miraculeuse. Malgré ces 2 événements douloureux, le roi Hassan II poursuit sa politique unificatrice. Il va, par exemple, mobiliser tous ses efforts pour réorienter l'opinion publique sur des thématiques plus consensuelles et plus mobilisatrices, comme l'idée du Grand Maroc. Une idée qui a fait le succès des nationalistes et de son père au moment de la lutte contre les impérialistes.
Si vous avez vécu au Maroc dans les années 70, forcément vous connaissez les frères Maigri. Ici, ils chantaient Lili Twil, l'une de leurs principales chansons et l'un de leurs principaux succès. Je vous parlais tout à l'heure des divisions, des segmentations et des clivages dans la classe politique marocaine, et le roi Hassan II, malgré ses tentatives de coup d'État qui le ciblent, va poursuivre sa politique unificatrice. En commençant par la situation politique en Afrique du Nord, le Maroc reste la dernière monarchie en Afrique du Nord. Depuis la chute le 1er septembre 1969 du roi Mohamed Idriss El Mahdi El Senussi, alias Idriss Ier en Libye, une chute provoquée par Muammar Kadhafi. En juin 1952 déjà, Gamal Abdel Nasser avait renversé le roi Farouk et installé le général Mohamed Naguib à la tête de la nouvelle République d'Égypte. La Tunisie de Bourguiba accède à l'indépendance comme une république, pareil pour l'Algérie. Malgré les soubresauts de ces premières années de la décennie 1970, le Maroc réussit à conserver sa monarchie et même à la renforcer. Mais Hassan II va apprendre à transiger et à manœuvrer sur le plan intérieur comme sur la scène internationale. Si Rabat consent enfin à reconnaître la Mauritanie dès 1970, on observe, à contrario, un regain d'intérêt pour les territoires encore occupés au milieu des années 1970 par l'Espagne. Le plus important d'entre eux est le Sahara occidental. Le territoire est rattaché au Maroc à l'issue de la Marche verte. La Marche verte a eu lieu le 6 novembre 1975. Il s'agit d'une marche pacifique de plusieurs milliers de civils marocains encadrés par des militaires vers le Sahara occidental. L'initiative va porter des fruits politiques vis-à-vis de l'Espagne qui se retire du territoire. Cependant, d'autres problèmes vont émerger de cette prise de possession marocaine du territoire saharaoui. Mais c'est une autre histoire, n'est-ce pas ?